Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans cet après-midi, donc cette deuxième section du colloque Montpellier et la science, avec un après-midi qui va être tourné vers des questions autour de la médecine, autour médecine et humanisme, médecine et imagerie médicale, sur des questions aussi qui vont concerner l'agronomie, la botanique, un peu dans la lignée de ce qu'on a déjà discuté un petit peu ce matin. Et puis des questions aussi de biologie, mais de la biologie qui nous ramène à des questions de santé, donc biologie et médecine. Donc j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir, donc pour commencer cet après-midi, donc Jean-Michel Boursicot et Jean-Paul Legros. Donc Jean-Michel Boursicot est professeur d'ampélographie. Alors c'est un intitulé, j'avoue, qui m'a questionné quand j'ai lu le programme en me disant voilà une discipline rare que je ne connais pas. Et donc il m'a expliqué que c'était une spécificité, pas locale, mais enfin vraiment une discipline particulière qui s'intéressait aux questions de botanique avec des insertions vers l'étude de l'agronomie en lien avec la vigne. Donc c'est bien le sujet de la conférence qu'ils vont nous présenter cet après-midi. À deux voix ou à deux voix? Oui, vous allez chacun avoir un temps de parole. Donc pour une conférence qui s'intitule Agronomie et viculture à Montpellier. Merci. Alors nous allons parler d'agronomie et de viticulture à Montpellier, surtout de viticulture, parce que traiter de toute l'agronomie, ce serait un sujet trop vaste. Alors je vais commencer par vous parler de la naissance de l'agronomie dans notre ville, et Jean-Michel Boursicot prendra la suite pour vous parler des aspects plus spécifiques de la viticulture. En Languedoc, comme partout ailleurs, la polyculture fut d'abord de règle, puisqu'il fallait produire localement tout ce qui était nécessaire à la survie des habitants. Le vignoble, de surface limitée, avait pour handicap d'être très éloigné de la capitale de notre pays, tout comme celui de Provence. Mais le climat méditerranéen autorisait dans ces contrées du Sud la production de raisins particulièrement sucrés, amenant à des dérivés liquoreux comparables à ceux produits depuis fort longtemps dans l'est de la Méditerranée. Vin doux, additionné d'alcool de vin, souvent parfumé d'épices. Depuis le Moyen-Âge, leur exportation était possible par voie terrestre, en petits tonneaux, car il s'agissait de produits onéreux, par exemple le célèbre muscat de Frontignan. Puis le Languedoc a bénéficié des transports par bateau à partir de l'ouverture du canal des Deux Mers en 1681. Il devenait possible d'exporter, avec lenteur mais efficacement, un fort tonnage de denrées non périssables. Dans le domaine agricole, la porte était donc ouverte au blé, mais aussi à l'alcool de vin. Le vin ordinaire, instable car de faible degré alcoolique en général, ne pouvait supporter de longs voyages en bateau. En outre, il représentait un volume à transférer plus important. On se mit donc à faire de manière intensive des vins de chaudière destinés à la distillation. C'était une activité prospère puisqu'en 1824, on comptait 150 destillateurs à Béziers, 100 sur Montpellier, 50 à Lodève et quelques autres dans le reste du département. Béziers, bien placé sur le canal, s'enrichissait. On exportait l'alcool et on connaissait alors la fièvre de la vigne. Pour Montpellier, l'ouverture de la ligne de chemin de fer qui la relia à Sète en 1839 facilita les débouchés et donc une production accrue. Quand en 1848, la Seconde République se mêla d'organiser l'enseignement agronomique par la loi du 3 octobre, Montpellier et Béziers ne s'inquiétèrent guère de ne pas disposer de fermes-écoles, alors qu'à l'époque, on en établit 70 dans le reste de la France. La viticulture tournait à plein régime sans avoir besoin de cadre. L'arrivée depuis l'Amérique d'un champignon parasite, l'oïdium, alors ça c'est la route, l'oïdium, pardon, fit craindre un moment le pire. La production nationale de vin diminua pendant 5 ou 6 ans avec un effondrement au milieu de la crise en 1854. Alors moins de 11 millions d'hectolitres au plan national. Mais si les cèpes étaient attaqués et la récolte détruite, ils ne mouraient pas. On trouva bientôt la solution, c'est-à-dire le soufrage. La découverte fut faite en Angleterre. La méthode fut importée en France par
du Chartres, que vous avez là, à Versailles et Gontier à Montrouge. Les modalités de l'application au champ sont établies en 1854 par Henri Marès, propriétaire à Launac près de Fabrègues. L'enrichissement repartit de plus belle. Facilité à partir de 1860 par le raccordement par fer de Béziers, Montpellier, Paris. Dès lors, on pouvait faire monter sur la capitale et dans le nord du pays le vin ordinaire réclamé par le nouveau prolétariat ouvrier. Mais l'âge d'or touchait à sa fin, sans que l'on s'en doute. En effet, pour lutter contre l'oïdium, certains propriétaires avaient recherché des variétés de vignes résistantes. L'idée n'était pas mauvaise en soi, mais elle avait conduit à importer en France, sans précaution sanitaire, du matériel végétal venu d'un peu partout, en particulier d'Amérique. C'est ainsi qu'on introduisit le phylloxéra, insecte de la famille des pucerons. Il se développa sur les racines des vignes françaises jusqu'à les faire crever. En Amérique, il était moins nocif aux vignes locales dont les téguments des racines résistaient à ses piqûres. D'abord, il fut responsable de la mort de quelques souches à roquemort, ce qui n'inquiète guère. Puis il se multiplia de manière exponentielle et créa des dégâts tels que les viticulteurs du Gard s'alarmèrent et, en 1868, demandèrent l'expertise de la Société centrale d'agriculture de l'Hérault. En effet, son secrétaire était Henri Marès, célèbre depuis la crise de l'oïdium. On envoya donc dans les vignes 3 enquêteurs. Jules-Émile Planchon, universitaire à la fois médecin et pharmacien, Gaston Basile, notable montpelliérain, éleveur de bétail et producteur de lait. Enfin, Félix Sahut, horticulteur et pépiniériste. Des propriétaires de vignobles, sans doute, mais pas des spécialistes de la pathologie de la vigne. En réalité, au plan scientifique, la viticulture n'existait pas encore. En parallèle, une curieuse histoire se déroulait. L'école d'agriculture de la Saulzay, plus exactement l'Institut agricole de la Saulzay, situé dans l'Ain, à Montluel, était en perdition. Son fondateur et propriétaire, Césaire Alexis Nivière, se ruinait. Depuis les débuts, en 1842, il avait vu trop grand, trop de bâtiments, et ses dépenses excédaient ses recettes au point qu'il avait dû revendre l'exploitation sur laquelle il recevait ses élèves, et était passé du statut de propriétaire à celui de fermier. La fermeture de l'école était envisagée, mais les populations locales qui avaient apprécié le rôle de l'école dans le drainage des terres humides s'opposaient à une telle éventualité. C'est alors qu'intervint Louis-Victor Rendu, inspecteur de l'agriculture. Il avait été en poste un peu partout en France sous le Second Empire. En fin de carrière et chargé de la région sud-est, la nôtre, il suggéra au ministre de l'Agriculture de ne pas fermer la Saulzay, mais de la déplacer à Montpellier, car il avait observé dans toute la France que les écoles d'agriculture existantes recevaient fort peu d'élèves du Midi, faute d'offrir à ces derniers des cours sur les cultures méridionales, vignes, oliviers, plantes tinctoriales, etc. Le gouvernement accepta l'idée, mais ne fit aucun cadeau. Montpellier l'emporta comme site d'accueil, car la ville d'une part et le département de l'Hérault d'autre part financèrent l'opération, c'est-à-dire l'achat d'une propriété et la construction de tous les bâtiments nécessaires pour mettre l'ensemble à la disposition de l'État. Le transfert se fit en pleine guerre de 1870. On amena à Montpellier, par chemin de fer, une maigre partie du corps enseignant, la bibliothèque, un peu de fourrage et quelques bestiaux. On passait ainsi de 667 hectares à moins de 20. À Paris, on pensait sans doute qu'ainsi réduite et éloignée de ses bases, l'école, ou plutôt ses débris, pourraient être éliminés discrètement. De fait, pour la première année, en 1872, il y eut si peu de candidats pour suivre les cours que le préfet fit un appel à la population et ouvrit l'établissement à tous ceux que cela pouvait intéresser. Mais il se produisit alors un curieux renversement de situation. L'école allait jouer un rôle essentiel dans la crise du phylloxéra, dont on sait qu'il fut jugulé par le greffage des vignes françaises sur pied américain. Cette technique, d'abord négligée par les savants parisiens et considérée partout comme trop complexe, fut adoptée à Montpellier dès les débuts de la crise. La ville devint le foyer des américanistes, ainsi appelés car partisans de la solution américaine.
Concrètement, la nouvelle école s'associa avec la Société centrale d'agriculture, dont elle devint le champ d'expérience et la vitrine. Ensuite, elle joua la carte du développement en assurant la formation des viticulteurs au greffage. Enfin, sous l'impulsion du directeur Camille Saint-Pierre, un médecin, disciple de Pasteur, elle développa la science viticole en commençant par le début, c'est-à-dire par l'étude des variétés de vignes pour trouver celles qui convenaient au greffage, tant comme porte-greffe que greffon. En même temps, on institua une chaire de viticulture qu'occupa et développa alors le professeur chargé jusque-là de l'agriculture générale. Il s'agit de Gustave Foix. Il publia en mai 1886 un cours complet de viticulture, ouvrage de 900 pages qui connut un succès considérable. C'était le premier du genre. Il fut réédité en français, anglais et espagnol. Grâce au greffage, les Montpelliérains avaient pris 15 ans d'avance sur le reste des contrées viticoles françaises et étrangères. La renommée de l'école devint considérable. Donnons quelques éléments objectifs d'appréciation. Il y en a beaucoup d'autres. Les collections dans lesquelles les vignes américaines végètent vigoureusement, c'est l'expression de l'époque, reçoivent des visiteurs venus de tous les vignobles. Cela représente 6 759 personnes pour la seule année 1880. Des congrès viticoles sont organisés régulièrement sur place. Les participants viennent de France et même de l'étranger. Pour rejoindre celui de 1893, les compagnies de chemin de fer accordent des réductions, tout comme la Compagnie générale transatlantique sur ses lignes France-Algérie. Les professeurs de viticulture successifs sont décorés par tous les pays d'Europe comme des maréchaux russes pour services rendus à la viticulture mondiale. Pierre Viala, entre autres distinctions, voilà le congrès de 1893, Pierre Viala, entre autres distinctions, sera membre de l'Académie des sciences de Paris. En même temps, l'école acquiert une certaine renommée dans l'étude du verre à soie. Son professeur de sériculture, Eugène Maillot, fut antérieurement l'un des deux assistants de Pasteur quand celui-ci vint à l'Est pour lutter contre la pébrine. Ainsi, des Chinois, en quête de méthodes prophylactiques, déambulent-ils en costume traditionnel dans l'établissement. C'est dans les annales. Il n'est plus question de liquider l'école. Elle va se développer et se diversifier vers toutes sortes de disciplines modernes. De riches mécènes vont tester en sa faveur et lui donner des domaines agricoles et viticoles, en particulier les familles Félix à Abraham, qui offrent le merle, plusieurs centaines d'hectares, et Sabatier d'Espérance, le chapitre. Si on ajoute à ces donations la mise à disposition du domaine de la Valette par la ville de Montpellier et quelques acquisitions de détail, les surfaces disponibles vont passer de 22 hectares en 1870 à plus de 1000 en 1960. L'Institut des recherches agronomiques, l'IRA, né en 1921 du regroupement des stations agronomiques alors existantes, fut transformé en Institut national de la recherche agronomique à la sortie de la guerre en 1946. La nouvelle structure se développa rapidement dans un contexte où les Français n'en avaient pas encore fini avec les tickets de rationnement. Or, il était fort logique de placer les agents nouvellement recrutés à l'INRA dans ou à côté des écoles d'agriculture et d'horticulture existantes, car c'est là qu'ils trouveraient l'environnement intellectuel et matériel souhaitable. C'est ainsi que Paris, Montpellier, Rennes, Versailles et Grignon devaient devenir d'importants centres de recherche agronomique. En 1946, on ne compte à Montpellier que 4 agents INRA. Cela va monter régulièrement. On en a 781 en 2016. En fait, dès 2010, l'avenir, disons, panagromique de Montpellier se dessinait. Henri de Lunaret avait donné sa propriété de la Valette à la ville de Montpellier, tout en laissant l'usufruit à sa sœur, Madame de Lavèvre. En 1938, le directeur de l'école d'agriculture, Gabriel Buchet, obtint de l'usufruitière et de la ville que la propriété de la Valette lui soit donnée par bail afin qu'on puisse poursuivre là des expérimentations agronomiques. La partie haute et inculte du domaine resterait toutefois à la ville pour y développer un zoo et y installer le parcours sportif du bois de Montmaur. Ainsi, la ville disposait-elle sur ses franges d'un important domaine qui gardait sa vocation agricole. En 1962, cela servit à installer l'Institut agronomique méditerranéen, le IAM. C'est une structure d'enseignement international orientée vers la formation prioritaire des Européens du Sud, c'est-à-dire France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Yougoslavie et aussi Turquie. Louis Balassi
est alors le directeur de l'antenne Montpellier-Rennes, parce qu'il y a plusieurs instituts qui relèvent du même groupe. En 1964, s'ajoute à La Valette le lycée agricole. En 1974, vint un gros renfort, le GERDAT. Il se transformera plus tard en CIRAD. Enfin, au début de l'année 1976, à Nancy, dans le cadre de l'École nationale supérieure agronomique des industries agricoles et alimentaires, l'ENSA-IA, est lancée la SIARC, c'est-à-dire la section industrie alimentaire pour les régions chaudes. Il s'agit de perfectionner dans l'agroalimentaire des agronomes des pays en voie de développement. C'est une naissance informelle. La reconnaissance officielle du diplôme correspondant apparaîtra seulement en 1983. La structure se doit d'être localisée dans le sud. On choisit Montpellier et on la fixe au sein même du IAM grâce à Louis Malassis. C'est alors une école presque sans personnel et sans élèves, mais elle est porteuse d'un potentiel essentiel, l'ouverture aux étudiants du Sud. On aurait pu en rester là, car c'était déjà beaucoup. Mais écoutons Louis Malassis dans un texte publié ultérieurement. Je cite : « C'est au ministère de l'Agriculture qu'est née l'idée de complexe agricole d'enseignement et de recherche. Pierre Meignery étant ministre de l'Agriculture, Jacques Blanc, secrétaire d'État, et moi-même directeur général de l'enseignement et de la recherche. Il s'agissait alors de faciliter l'organisation de relations et éventuellement d'actions communes entre les établissements dépendants du ministère de l'Agriculture et localisés en un même lieu. Cette idée fut appliquée pour la première fois à l'ensemble des établissements présents à Montpellier. Monsieur Valéry dit Giscard d'Estaing, alors président de la République, annonça à Mazamet le 17 novembre 1979, dans un discours sur le plan du Sud-Ouest, je cite Valéry Giscard d'Estaing, « À Montpellier sera constitué un complexe agronomique spécialisé dans les productions méditerranéennes et tropicales et qui sera le plus important de tout le bassin méditerranéen. » Quand il a dit ça, je vous assure qu'on ne le croyait pas. Ce qui vient d'être dit date l'idée de regroupement de tout début 1978. Elle venait au secours de ce qui existait déjà, mais elle permettait d'amplifier le mouvement migratoire de l'agronomie au profit de Montpellier et contenait en germe l'idée d'un système de coordination des structures. Ce dernier s'appellerait finalement Agropolis. Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, primitivement installé à Nogent-sur-Marne, fut transféré à La Valette en 1980. Je montre Agropolis. Le Centre d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, le CEMAGREF, arriva en 1982. Il fut transformé ultérieurement en ISTEA. L'Orstom suivit en 1983 et sera rebaptisé IRD en 1968. À ce stade du récit, il serait fastidieux d'énumérer un par un les organismes qui vinrent ensuite rejoindre le campus de La Valette, devenu trop étroit et auquel il fallut ajouter l'implantation de Montferrier-Ballarguet. En effet, la concentration de compétences a attiré là des laboratoires divers, même étrangers. Le bilan actuel est considérable. 2300 chercheurs, 1400 techniciens administratifs, 160 formations diplômantes, 5000 étudiants, dont 300 doctorants. Et je laisse la parole à Jean-Michel Boursicot. Bien, bonjour. Donc, si vous voulez bien, nous allons revenir à la viticulture pour examiner ce qu'elle est devenue maintenant. Avant la crise phylloxérique, on connaissait seulement en France la vigne euro-asiatique, l'espèce Vitis vinifera. Puis la nécessité de greffer sur des racines américaines a conduit à importer la presque totalité des 20 espèces vivant dans le Nouveau Monde, en Amérique du Nord, et en particulier Vitis labrusca, Vitis riparia, rupestris ou encore Vitis berlandieri. Chacune était représentée par de nombreuses variétés locales. Par ailleurs, des hybridations étaient tentées pour cumuler la résistance au phylloxéra, productivité, qualité et résistance au calcaire. Bref, le matériel végétal disponible était très diversifié et mal identifié, les mêmes végétaux étant baptisés de plusieurs noms scientifiques ou commerciaux. Au total, le désordre était considérable.
Par exemple, le Jacquez, un hybride obtenu par le croisement de Vitis estivalis et vinifera, était connu sous plus de 23 noms différents. Or, pour faire connaître les résultats d'un essai de replantation, qu'il soit positif ou négatif, il fallait pouvoir dire exactement avec quel végétal il avait été réalisé. Il fallait donc mettre de l'ordre dans les connaissances ampélographiques. Pour cela, il y avait à l'époque 2 outils, d'ailleurs complémentaires, l'installation des collections de vignes et l'établissement de descriptions ampélographiques. Dans ces domaines, il y eut toutes sortes de réalisations, si bien qu'on ne pourrait les recenser de manière exhaustive. Essayons cependant de remonter au début. La première collection de vignes de notre région fut celle de l'abbé Rosier, installée pour un temps au domaine de Beauséjour à Béziers vers 1780. Mais l'abbé, qui travaillait à son célèbre dictionnaire, se fâcha avec l'évêque qui fit passer une route à travers des vignes, peut-être pour s'en aller, les mauvaises langues disent, nuitamment et facilement rejoindre une maîtresse. L'abbé fit un scandale, ce qui lui valut de perdre sa place, de voir sa collection détruite et de laisser à la postérité son dictionnaire inachevé. En 1804, Jean-Antoine Chaptal, dont on connaît les liens avec Montpellier puisqu'il fut membre de la Société royale des sciences de la ville de 1789 à 1793, ordonna au préfet, quand il fut ministre de l'Intérieur, de collecter les cépages de leur département pour constituer une collection au Jardin du Luxembourg à Paris. Dans son domaine des Aresquiers, Casalis-Salut établit également une petite collection de vignes, mais limitée à des cépages déjà connus. Par la suite, la nécessité de lutter contre le phylloxéra amena les collections de vignes de Montpellier à prendre de l'importance. Vers 1876, celle de l'école d'agriculture fut portée par Fouex à plus de 1000 sortes différentes de vignes, américaines, françaises, asiatiques ou hybrides. On dit aujourd'hui 1000 accessions. Après 1897, sous l'influence du directeur de l'époque, Louis Ravas, elle passa à plus de 3500 accessions. Mais collectionner les vignes ne suffit pas. Il faut les décrire et les classer en fonction de leur caractère botanique et de leur intérêt viticole. On s'y emploie, de nombreux propriétaires, à la fois lettrés et expérimentateurs, publient leurs observations. Cela va de l'opuscule intéressant quelques variétés à la véritable ampélographie à ambition mondiale. Il est donc impossible de recenser tous les efforts en la matière de façon exhaustive. L'accent est évidemment mis sur les vignes américaines dont on espère qu'elles vont servir de porte-greffe résistant au phylloxéra. Il y a un grand nombre d'ouvrages présentés ici que vous aurez sur le document cités en bibliographie. L'un d'entre eux est particulièrement important. En 1901 apparaît en effet l'ouvrage de Viala et Vermorel en 7 tomes. C'est le plus abouti de tous. Il est en grand format et a mobilisé pour sa confection plus de 50 collaborateurs scientifiques. Il est illustré de 500 magnifiques planches en couleur et de plus de 800 gravures en noir et blanc dans le texte. Pierre Viala est un scientifique qui a commencé sa carrière à Montpellier comme chargé de cours de viticulture avant de rejoindre l'Agro de Paris comme professeur. Il est devenu célèbre en 1887 en ramenant d'Amérique Vitis berlandieri, espèce résistante à la fois au phylloxéra et au calcaire. Victor Vermorel a succédé à son père Antoine, qui a été l'inventeur du tarare permettant de séparer les grains de blé des enveloppes. Victor est lui aussi inventeur et vendeur d'un célèbre pulvérisateur à dos pour le sulfatage des vignes contre le mildiou. Et il s'est avéré être le sponsor de cette opération. Cette synthèse parfaite pour l'époque doit pour un demi-siècle ou presque toute velléité d'en constituer une autre du même genre. Pour lire du nouveau dans le domaine, il fallut attendre ici à Montpellier Pierre Gallet et ses ouvrages parus à partir de 1952 jusqu'à l'année dernière. Par ailleurs, le phylloxéra était jugulé. Les bons porte-greffes avaient été sélectionnés et la profession s'était habituée à les produire. Dans un contexte où par ailleurs les sciences naturelles étaient en recul, les collections perdaient de leur intérêt. Grâce à la diligence, si on peut dire, d'un directeur qui se voulait moderne, celle de l'école fut amputée d'un tiers pour vendre en terrain à bâtir. Un autre tiers disparut sous la forme d'un parking. L'INRA avait heureusement pris le relais et transféré sur le domaine de Vassal l'essentiel des collections. Le site d'implantation avait été choisi près de Marseille-en-Plage, au bord de la Méditerranée.
On savait depuis le phylloxéra que l'insecte ne se développait pas dans ces sables, ce qui permettait à Vassal de faire des plantations de vignes franches de pied. Il n'y avait pas non plus de risque de contamination par une virose très grave, la virose du Cournouet, transmise par un nématode qui est également absent dans ces sables. Depuis son transfert en 1949, la collection n'a cessé d'être enrichie et renferme aujourd'hui plus de 8000 accessions provenant de 54 pays viticoles. Mais les terrains n'appartiennent pas à l'INRA, ce qui donne à la collection une certaine fragilité structurelle. Et la proximité immédiate de la mer avec le changement climatique accroît également maintenant dangereusement le risque de submersion. Il fallait donc songer à déplacer de nouveau ce conservatoire. Ceci était d'autant plus important que les temps avaient changé, la génétique étant passée par là. En effet, la totalité des accessions conservées sont maintenant analysées à l'aide de marqueurs moléculaires de type microsatellite ou SNP et identifiées sur la base de leur profil génétique. Ces études de génotypage ont notamment permis de déterminer la généalogie et la parenté de nombreux cépages prestigieux et de mieux comprendre leur origine et leur répartition, ainsi que leur relation avec la vigne originelle, Vitis vinifera subspecies sylvestris. Toutes ces informations sont utiles pour comprendre les flux de gènes entre les variétés et donc pour identifier, en remontant dans les croisements, les individus ayant le plus de potentiel intrinsèque. Cette collection de vignes constitue un centre de ressources génétiques particulièrement important et renferme à ce titre de grandes réserves de gènes absolument indispensables à la création de nouvelles variétés plus résistantes aux maladies et plus économes en pesticides. En outre, l'incroyable diversité que l'on trouve dans cette collection peut également être exploitée pour s'adapter au changement climatique. Il n'est donc plus question de laisser péricliter cet ensemble, le plus important d'Europe et également sans doute du monde. On a donc décidé de le transférer à Pêche-Rouge, à côté de Narbonne. Le site a été choisi après de longues investigations car il appartient à l'INRA, donc ce qui assurera la pérennité, et il jouxte une importante station agronomique dévolue au vin. Viticulture et œnologie y feront bon ménage. Bien sûr, une telle collection ne se transfère pas facilement car on doit vérifier que chaque cep planté reprend bien et est exempt de virose. Il faudra sans doute 8 à 10 ans pour le faire. L'opération devrait bientôt commencer. Ces conservatoires modernes servent de base pour de nombreuses études de génétique, cartographie, génétique d'association, mais aussi de génomique et bien sûr pour tous les programmes de création variétale. Mais ils servent aussi de référence pour toutes les questions d'identification et de reconnaissance des variétés. Et à travers le phénotypage qui peut être réalisé, ils permettent aussi de mieux connaître les aptitudes agronomiques et technologiques ainsi que le potentiel d'adaptation des variétés cultivées. Il s'agit donc d'un outil privilégié et stratégique pour l'avenir de la filière. Rien qu'en France, il y a actuellement quelques 175 conservatoires gérés par un réseau de partenaires régionaux rassemblés au sein de la Commission technique nationale de sélection et de participation, en plus du domaine de Vassal. Ces conservatoires sont dédiés à la préservation de la diversité intravariétale, c'est-à-dire les clones des principales variétés. Certaines de ces variétés, dont les vins sont plus ou moins oubliés, ont une grande typicité et sont les expressions des traditions et savoir-faire locaux. Parfois aussi, elles ont pratiquement disparu du vignoble où la connaissance de leur existence s'est perdue. Les maintenir est donc un vrai enjeu identitaire et pas seulement économique. Ainsi peut-on fournir à la filière, à partir de ces conservatoires ou de la collection du domaine de Vassal, du matériel végétal identifié, original, sélectionné, permettant ainsi aux professionnels qui le souhaitent de se réapproprier ce patrimoine viticole. Pour la valorisation de tous ces travaux, la diffusion de l'information, l'informatique n'est pas à dédaigner. Désormais, il n'est plus nécessaire d'éditer des coûteux ouvrages. Toute l'embryolographie est mise progressivement en ligne à travers d'efforts français, européens ou internationaux. À cet égard est engagé un projet de numérisation de tous les dossiers, plus de 6 000, et les herbiers, plus de 14 000, constitués et rassemblés au domaine de Vassal. Cet herbier est sans doute moins important que celui qui est hébergé ici, mais en termes de viticulture, c'est sans doute l'un des plus importants au monde. N'ayant pas trouvé d'autres sources de financement possibles, sa réalisation repose sur une offre de mécénat et par conséquent de l'implication de la filière. Finalement, si on regarde les choses avec recul,
Force est d'observer qu'après un 19e siècle très porteur, les 3 premiers quarts du 20e siècle ont constitué pour notre région une période difficile pour la viticulture. Il y eut bien sûr la crise de surproduction de 1907, mais d'autres ont suivi. Par exemple, la manifestation du 4 mars 1976 qui fit 2 morts. Faute d'une reconversion massive vers la qualité, la viticulture méridionale régressait. Consciemment ou non, les dirigeants de l'agronomie en prenaient bonne note et se tournaient vers d'autres vignobles. L'INRA ainsi développa la viticulture et l'œnologie non seulement à Montpellier, mais aussi à Bordeaux, à Colmar et à Angers. On crut un moment que les démonstrations de viticulture de La Valette, qui s'arrêtèrent en 1976, allaient partir à Bordeaux. Elles furent fort heureusement remplacées par le Citévi, mais qui se tient à Montpellier 1 année sur 2 seulement. La qualité des professeurs et des chercheurs aurait été insuffisante pour enrayer le déclin si les viticulteurs de la région n'avaient pas fait d'énormes efforts en direction de la qualité. Désormais, ce secteur a repris son dynamisme. Et à l'avenir, on sait que la vigne est une plante hermaphrodite autoféconde. On sait aussi qu'elle est aux 3 quarts hétérozygote. On n'a donc aucune chance, en plantant un pépin, d'obtenir une variété identique à son géniteur, soit dans le cas d'une autofécondation ou à ses 2 géniteurs lorsqu'il s'agit d'une fécondation croisée. La seule solution est donc la multiplication végétative pour maintenir à l'identique le génotype, c'est-à-dire le greffage ou le bouturage. Dans ces conditions, il n'y a plus guère de variabilité génétique au sein d'une même parcelle, ce qui accroît les risques de maladie. Pire, en France, seulement 10 variétés représentent plus de 70% des surfaces du vignoble, alors qu'il y a des milliers de variétés disponibles. Cette tendance est également la même au niveau international. C'est souvent le résultat des législations qui limitent les possibilités d'encépagement et aussi la conséquence des choix des viticulteurs qui privilégient les qualités vitivinicoles et la notoriété des cépages. Cependant, la longue histoire des cépages font qu'ils n'ont pas échappé à de légères mutations ou variations naturelles, même en étant multipliés par voie végétative. Ainsi compte-t-on aujourd'hui plusieurs dizaines de clones agréés pour le pinot noir ou le chardonnay. Les vignes américaines sont résistantes à l'oïdium et au mildiou, car pendant des millénaires, elles ont été confrontées à ces maladies. Quant aux asiatiques, on ne connaît pas véritablement encore les raisons de leur résistance. En revanche, l'espèce cultivée traditionnellement dans notre pays, c'est-à-dire l'espèce Vitis vinifera, ne résiste pas à ces maladies, qui étaient inconnues chez nous jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc, pour diminuer les traitements fongicides, une des possibilités consiste à introduire dans nos cépages des gènes de résistance en provenance de ces vignes américaines ou asiatiques, ceci par des techniques adéquates. Mais pour différentes raisons, la société française rejette les OGM. En plus, la mise sur le marché de produits chimiques efficaces a retardé les recherches génétiques. On traitait et voilà tout. Tant pis pour l'environnement et la santé des consommateurs et aussi des applicateurs qu'il ne faut pas oublier. Dans ce contexte, la recherche de variétés résistantes aux maladies passe pour l'instant par l'hybridation, c'est-à-dire la reproduction sexuée couplée avec des techniques de sélection assistée par marqueurs. Ces techniques ne pourront pas préserver exactement à l'identique les cépages auxquels nous sommes habitués avec leur typicité et leur qualité. Les vignerons et les consommateurs pourront-ils alors s'en accommoder? Par exemple, le Souvigné percera-t-il, lui qui est donné pour être un croisement de Cabernet Sauvignon et de Bronner, un hybride utilisé en Allemagne? En outre, il y a un risque que les maladies s'adaptent aux nouvelles variétés ainsi créées, qui pourraient à terme voir leur niveau de résistance diminuer ou s'atténuer. Bref, on voit qu'il reste du travail à faire. Ainsi, à Montpellier, l'université, l'INRA et Montpellier Supagro s'investissent fortement au service de la viticulture. Agropolis décompte maintenant dans la filière vigne et vin plus de 820 chercheurs, 13 unités de recherche, 14 formations diplômantes. En particulier, l'option d'ingénieur agronome viticulture-œnologie est organisée par l'Institut des hautes études de la vigne et du vin, l'IHEV, de Montpellier-Supagro. On y décerne également un diplôme national d'œnologue. Le poids de l'histoire aidant, on dispose en plus sur la région de 3 domaines expérimentaux, le chapitre à Villeneuve-les-Maglones, l'Espiguette au Grau-du-Roi et Pêche-Rouge près de Narbonne. Ceci sans compter le domaine de Vassal. Par le nombre de chercheurs au moins, cette filière de la vigne et du vin est la plus importante des 12 secteurs de recherche recensés par Agropolis. L'avenir s'annonce donc prometteur et la vigne, de par son intérêt, continuera sans aucun doute à occuper une place toute particulière au sein du pôle montpelliérain.
Je vous remercie pour votre attention. Je remercie très vivement nos deux conférenciers. Tout d'abord pour la tenue du temps, c'était absolument parfait. Mais surtout et essentiellement pour cette mise en perspective historique absolument passionnante et dont je trouve qu'elle permet de mieux comprendre les enjeux et de mettre en perspective à la fois les problématiques scientifiques et leurs répercussions dans la construction de nos institutions localement, mais aussi au niveau national. Et je trouve ça particulièrement éclairant, ça donne du sens et ça permet de lier ces disciplines à l'ensemble des problématiques et de les insérer dans les institutions. Et sans les institutions, eh bien, nos disciplines auraient quelques difficultés. Donc j'ai trouvé vos deux interventions particulièrement éclairantes et je vous en remercie. Alors j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Nous sommes tous des amateurs de vin dans cette région. C'est une situation qui a beaucoup évolué avec le peu de choses que je connaisse dans le domaine, mais je le vis moi à titre personnel dans le cadre d'une grande évolution. Et je suppose que cela résulte, enfin vous l'avez dit très clairement, de prises de position particulières. Donc j'imagine que chaque personne dans cette assemblée va être intéressée à ce titre, mais à d'autres titres également pour vous poser des questions. Qui pose la première question? Je peux poser la seconde si vous voulez. Vous avez évoqué l'herbier de Montpellier, donc, qui se trouve dans cet institut. Oui. Et vous avez évoqué aussi la nécessité, à un moment donné pour vous, sur les collections, de procéder à de la numérisation. Il y a en ce moment en France un gros programme qui est conduit par le Muséum national d'histoire naturelle sur la numérisation. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne solution que je vous propose, mais en tout cas une suggestion. Ça ne serait pas insensé d'imaginer de s'associer sur des projets comme celui-là? Bien, effectivement, nous étions au courant de ce programme. Donc en fait la problématique est un petit peu différente parce que les herbiers de vigne que nous avons, donc les feuilles d'herbier ne sont pas fixées, elles sont dans des dossiers et donc leur transport est assez délicat et ce ne sont pas des planches, vous voyez. Donc en fait il faut scanner feuille par feuille. Et donc on était au courant, on a essayé de s'associer, mais bon, il s'est avéré que le muséum, qui est bien sûr quand même beaucoup plus important que nous, a remporté le marché, et donc, enfin l'appel d'offres, et donc, mais on est tout à fait au courant. Oui. Il y a un pays à 3 qui va se lancer très bientôt, c'est peut-être l'occasion. D'accord. Vous avez mentionné un chiffre très important. C'est bon là? Vous avez mentionné un chiffre très important pour le nombre de cépages ou de variantes disponibles à l'heure actuelle et que finalement l'immense majorité de la production repose sur une dizaine ou douzaine d'entre eux. D'abord pourquoi? Est-ce que il y a des essais de production significatifs? Je parle autrement qu'en laboratoire, bien sûr, pour ce qui est de tous ces innombrables cépages qu'on ne retrouve pas sur le marché. Et autre question, qu'en est-il de tous ces cépages anciens dont certains, je dirais, ont fait l'objet, je crois, à certains moments d'interdiction de production, parfois, disait-on, parce qu'ils étaient trop riches en alcool méthylique ou je ne sais trop quelles complications, etc. Que sont-ils devenus et sont-ils toujours dans ces catalogues et susceptibles de réapparaître ou d'être utilisés sous d'autres formes? Oui, alors donc, pourquoi il y a une telle concentration de l'encépagement, on parle comme ça, on dit en concentration de l'encépagement, c'est essentiellement lié au marché, qui est très simplificateur. Donc les gens au niveau international connaissent une dizaine de variétés, Cabernet Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Sauvignon, voilà, Syrah. Et donc tous les metteurs en marché, tout le commerce se base sur ces variétés-là, donc ce qui fait que les viticulteurs sont amenés à les cultiver. Alors à contrario, on va dire depuis à peu près la fin des années 90, début des années 2000, on voit apparaître en France, notamment dans certaines régions viticoles comme les Alpes, la Savoie, mais aussi le Sud-Ouest, dans le Gers notamment, donc un effet de balancier
pour essayer justement de se réapproprier des vieilles variétés locales et de se démarquer en termes de typicité. Donc pour l'instant, ce sont des marchés de niche, mais ce sont des gens très dynamiques et petit à petit, l'idée fait son chemin. Donc voilà, mais quand même, les gros volumes, si vous voulez, les gros volumes de commercialisation et de production, ça reste encore ces 10 ou 15 variétés internationales importantes. Voilà. Et avec quand même cet effet de diversification de part de certains producteurs. Ensuite, donc c'était en fait une loi de 1935, 1934, début 35, qui interdit une liste d'hybrides. On a parlé des cépages prohibés parce que c'était la prohibition à l'époque aux États-Unis, et c'était donc des hybrides comme le Jacques, le Noah, le Clinton. Voilà. Donc en fait, c'était lié à une crise de surproduction. Et donc ils ont servi de bouc émissaire ou de et on s'est focalisé sur ces quelques hybrides qui effectivement au niveau gustatif étaient très marqués. Donc c'était des goûts, on dit foxés, donc des goûts qui correspondaient pas au goût traditionnels européens, avec des arômes de fraises très importants, etc. Et qui, de par la structure de leur baie et de leur pellicule, apportent des teneurs en méthanol un petit peu plus élevées. Néanmoins, donc, elle reste en dessous des seuils toxiques, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, certaines personnes arrivaient à boire jusqu'à 5-6 litres de vin par jour. Donc, l'effet néfaste de l'alcool éthylique ou de l'alcool méthylique est, à mon avis, un peu... Voilà, mais ça a servi d'argument pour essayer de les restreindre. Et donc, de fait, d'améliorer la qualité, parce que le goût était assez mauvais. Oui, s'il vous plaît. Donc avec aujourd'hui la mise à disposition des chercheurs d'outils de génie génétique nouveaux comme CRISPR-Cas9, est-ce que la vigne génétiquement modifiée ne sera pas incontournable dans les années qui viennent? Alors, incontournable, je ne sais pas. Donc, il y a deux questions importantes à ce niveau-là. C'est que, pour l'instant, donc, c'est un problème de capacité de régénération de la vigne. Donc jusqu'à présent, donc lorsqu'on régénère des plantules transformées, que ce soit par OGM ou par cette technique CRISPR, il faut quand même un gène de sélection, qui est généralement un gène de résistance à un antibiotique, pour pouvoir sélectionner les cellules qui ont été transformées et régénérer les plantes à partir de ces cellules-là. Et donc, c'est mon avis personnel, tant qu'il y aura ce goulot d'étranglement et ce gène de sélection, je ne pense pas que cette technique soit acceptable par la société. Ensuite, le second point, c'est qu'il faut quand même, on connaît encore peu de gènes, on connaît actuellement 2 gènes de résistance chez la vigne, simplement qui ont été clonés et séquencés, un contre l'oïdium, un contre le mildiou, et il faut quand même envisager des transformations multigéniques, parce que lorsqu'on transforme qu'avec un seul gène, la vigne est une plante pérenne, on risque d'avoir des contournements par les champignons. Donc voilà, donc il faut... Je pense qu'un jour ça viendra, mais je pense que c'est un délai mettons, on va dire d'une dizaine d'années au moins, je pense. Une dernière question? Eh bien, je propose de terminer cette